Le parfum de lavande flottait dans l'air du salon lorsque Juliette disposa les dernières assiettes sur la table. Ses mains tremblaient légèrement, elles tremblaient toujours quand Céleste venait dîner. Sa belle-mère avait ce don particulier de transformer n'importe quel moment en examen de passage, et ce soir ne ferait pas exception. Thomas avait invité ses collègues de la banque, une soirée importante pour sa carrière selon lui. Juliette avait passé l'après-midi à préparer le repas, nettoyer chaque recoin de leur appartement lyonnais, s'assurer que tout soit parfait. Après 3 années de mariage, elle connaissait les standards impossibles de sa belle-mère. La sonnette retentit. Thomas se précipita pour ouvrir, son sourire le plus charmeur déjà en place. Céleste entra majestueusement, scrutant l'appartement de ses yeux perçants. À 62 ans, elle possédait cette élégance froide qui imposait le respect et la crainte. Son regard s'arrêta sur le bouquet de roses que Juliette avait disposé au centre de la table. « Les roses sont un peu fanées, tu ne trouves pas ?» lança-t-elle sans même dire bonjour. Juliette sentit ses joues s'empourprer. Les roses étaient fraîches du matin, elle les avait choisies avec soin. Mais devant Céleste, tout semblait soudain insuffisant, imparfait, décevant. Les invités arrivèrent progressivement, Monsieur Duchamp, le directeur régional, accompagné de sa femme, puis les autres collègues avec leurs épouses. Juliette les accueillit avec grâce, servant l'apéritif qu'elle avait préparé. Les conversations s'animèrent autour des derniers résultats de la banque et des projets d'avenir. Céleste monopolisait l'attention, racontant ses voyages avec son mari, ses œuvres de charité, ses relations dans la haute société lyonnaise. Juliette l'écoutait en silence, servant discrètement, remplissant les verres, veillant au confort de chacun. C'était son rôle, pensait-elle. L'épouse parfaite qui reste dans l'ombre. Le dîner se déroula sans accroc jusqu'au moment de servir le dessert. Juliette venait de poser le plateau de tarte aux fruits sur la table quand elle remarqua une tache sur la nappe, près de la place de Monsieur Duchamp. Une simple goutte de vin rouge, presque invisible. Céleste l'avait vue aussi. Ses yeux se plissèrent dangereusement. « Juliette, viens ici immédiatement. » Le ton était sec, autoritaire. Les conversations s'interrompirent. Tous les regards se tournèrent vers les deux femmes. Juliette s'approcha, sentant son cœur s'emballer. « Regarde-moi cette nappe. Tu ne peux donc rien faire correctement ?» Le silence était pesant. Juliette sentait le regard des invités peser sur elle, leur expression partagée entre gêne et curiosité. Thomas fixait son assiette, incapable de lever les yeux. « Ce n'est qu'une petite tache, maman, » murmura-t-il faiblement. « Une petite tache ?» La voix de Céleste monta d'un cran. « Devant Monsieur Duchamp ? Devant nos invités ? C'est inacceptable. » Elle se leva brusquement, dominant Juliette de toute sa hauteur. « Occupe-toi du linge sale de mon mari, nous sommes des invités. » Les mots claquèrent comme une gifle. Juliette recula, choquée par la violence du ton et l'absurdité de la demande. « Le linge sale ? Maintenant ? Devant tout le monde ? Madame Céleste, je... » commença-t-elle. « Pas de discussion. Tu es là pour servir cette famille, alors sers. » L'humiliation était totale. Juliette sentait les regards brûler sa peau, entendait les murmures embarrassés des invités. Thomas restait muet, tête baissée, lâche jusqu'au bout. Il ne la défendrait pas. Comme toujours. D'une voix étranglée, elle articula. « Très bien. » Elle quitta la salle à manger sous les regards compatissants de certains invités et les sourires narquois d'autres. Dans la buanderie, elle contempla le panier de linge en tremblant de rage et d'humiliation. 3 ans qu'elle endurait cela. 3 ans qu'elle s'effaçait, qu'elle courbait l'échine, qu'elle acceptait l'inacceptable. Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal, elle écouta Thomas ronfler paisiblement à côté d'elle. Il n'avait même pas essayé de s'excuser ou d'expliquer. Pour lui, l'incident était clos. Mais pour Juliette, quelque chose venait de se briser. Définitivement. Le réveil sonna à 6 heures, comme chaque matin. Juliette ouvrit les yeux sur le plafond blanc de leur chambre, encore habité par l'humiliation de la veille. Les images défilaient en boucle, le regard méprisant de Céleste, les sourires gênés des invités, le silence lâche de Thomas. Elle avait mal dormi,
réveillée plusieurs fois par des cauchemars où elle entendait encore cette voix stridente, « Occupe-toi du linge sale ». Thomas était déjà parti au travail, laissant ses affaires éparpillées dans la salle de bain. Comme d'habitude. Juliette se leva lentement, ses muscles endoloris par la tension de la nuit. Dans le miroir, son reflet lui renvoya l'image d'une femme fatiguée, aux traits tirés, aux yeux cernés. Quand avait-elle cessé de se reconnaître? En descendant à la cuisine, elle découvrit le carnage. La vaisselle sale s'empilait dans l'évier, les restes du dîner traînaient sur le plan de travail, les verres tachés de vin jonchaient la table. Céleste et son mari étaient restés dormir dans la chambre d'amis, comme prévu. Mais apparemment, ils avaient continué la soirée après son départ forcé. Juliette commença machinalement le nettoyage, ses gestes automatiques après des années de routine. Laver, essuyer, ranger. Toujours rangé derrière les autres. Elle était en train de récurer une casserole particulièrement sale quand des éclats de voix lui parvinrent du salon. « Cette fille n'a vraiment aucune éducation », disait Céleste à son mari. « Tu as vu comment elle nous a regardés hier soir? Aucun respect pour ses aînés. » Juliette suspendit son geste. Elle parlait d'elle, évidemment. Et cette nappe? Servir un repas sur du linge taché, quelle honte! Heureusement que nous étions là pour recadrer les choses. Le sang de Juliette ne fit qu'un tour. Recadrer? C'était elle qui avait été humiliée publiquement, pas eux. Elle posa brusquement la casserole et tendit l'oreille. Thomas aurait dû mieux la dresser dès le départ, continuait Céleste. Nous sommes des invités dans cette maison. Elle doit comprendre son rôle. Son rôle. Comme si elle était une domestique, pas l'épouse de leur fils. Juliette sentit une colère sourde monter en elle, différente de tout ce qu'elle avait pu ressentir avant. Quelques minutes plus tard, Céleste fit irruption dans la cuisine, déjà habillée et maquillée à la perfection. Elle examina le travail de Juliette d'un œil critique, passant le doigt sur les surfaces comme une inspectrice. « Juliette, nous partons dans 1 heure. J'aimerais que tu t'occupes de nos affaires personnelles avant notre départ. » « Vos affaires personnelles ?» répéta Juliette, ne comprenant pas. « Nos vêtements d'hier soir sont dans la chambre d'amis. Ils ont besoin d'être lavés et repassés. Et puis, les chaussures de mon mari sont un peu poussiéreuses, il faudra les nettoyer aussi. » Juliette la dévisagea, incrédule. Après l'humiliation d'hier, Céleste osait encore la traiter comme sa femme de ménage? « Madame Céleste, Et n'oublie pas de refaire le lit avec des draps propres. Nous reviendrons peut-être la semaine prochaine. » La belle-mère tourna les talons et quitta la cuisine, laissant Juliette plantée là, tremblante de rage. C'était donc ça, son avenir? Servir éternellement cette femme arrogante qui la considérait comme quantité négligeable? Elle monta à l'étage, le cœur battant. Dans la chambre d'amis, le spectacle la figea. Céleste et son mari avaient tout saccagé. Les vêtements traînaient partout, la salle de bain était dans un état épouvantable, ils avaient même laissé des traces de boue sur le tapis clair. Comme s'ils l'avaient fait exprès. C'est en ramassant la chemise froissée du beau-père que Juliette craqua. Quelque chose explosa dans sa poitrine, une libération sauvage et irrépressible. Elle lâcha le vêtement et regarda autour d'elle. Leurs affaires. Leurs précieuses affaires. Sans réfléchir, elle ouvrit la fenêtre qui donnait sur le jardin. Le vent frais d'octobre s'engouffra dans la pièce. Juliette attrapa la première valise et la vida entièrement par la fenêtre. Les vêtements s'éparpillèrent sur la pelouse détrempée de rosée matinale. La deuxième valise suivit. Puis les chaussures, une par une. La trousse de toilette s'écrasa près du rosier, déversant son contenu. Juliette travaillait comme une forcenée, vidant méthodiquement tout ce qui appartenait à ses tourmenteurs. Quand elle eut terminé, elle contempla son œuvre par la fenêtre. Les affaires de Céleste et de son mari jonchaient le jardin comme après une tornade. Leurs beaux vêtements trempés par la rosée, leurs chaussures de luxe éparpillées dans l'herbe mouillée. Pour la première fois depuis des mois, Juliette sourit. Un vrai sourire, libérateur. Les cris ne tardèrent pas, Céleste avait découvert le spectacle depuis le salon. Ses hurlements résonnèrent dans toute la maison, mélange de fureur et d'incrédulité. Juliette descendit calmement les escaliers,
prête à affronter la tempête. Elle venait de déclarer la guerre. Céleste se tenait devant la baie vitrée du salon, livide, ses mains manucurées pressées contre le verre. Son rouge à lèvres parfait contrastait avec la pâleur de son visage figé par l'incrédulité. Dans le jardin, ses précieux vêtements Chanel gisaient éparpillés comme les restes d'un naufrage textile. « Mes affaires » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Mes affaires sont dehors ?» Juliette descendit les dernières marches, le cœur battant mais étrangement sereine. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. La femme soumise d'hier avait disparu, remplacée par une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas encore. Le mari de Céleste, jusqu'alors silencieux dans son fauteuil, se leva péniblement. À 65 ans, Henri possédait cette prestance bourgeoise qui imposait habituellement le respect. Mais face au spectacle de ses chaussettes de soie trempées accrochées au rosier, il semblait soudain très ordinaire. « Qu'est-ce que cela signifie » articula-t-il en fixant Juliette. « Cela signifie que je ne suis plus votre domestique, répondit-elle calmement. Céleste se retourna brusquement, ses yeux lançant des éclairs. La transformation était saisissante, la dame respectable s'était muée en furie. « Comment oses-tu ? Comment oses-tu toucher à nos affaires ? Comme vous avez osé me traiter en esclave hier soir. » Le silence qui suivit fut électrique. Jamais Juliette n'avait parlé ainsi à sa belle-mère. Jamais elle n'avait tenu tête à quiconque dans cette famille. Henri regardait alternativement les deux femmes, comme un spectateur face à un match de tennis particulièrement violent. « Tu vas ramasser tout cela immédiatement » siffla Céleste en avançant vers elle. « Non. » Ce simple mot claqua comme un coup de fouet. Céleste s'arrêta net, déstabilisée par cette résistance inattendue. C'est à ce moment que la porte d'entrée claqua. Thomas rentrait plus tôt que prévu, alerté par un appel hystérique de sa mère une heure plus tôt. Ses pas résonnèrent dans l'entrée, puis il apparut dans l'embrasure du salon. Il regarda tour à tour sa mère livide, son beau-père embarrassé, sa femme droite comme un i, puis ses yeux se dirigèrent vers la baie vitrée. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère froide. « Juliette, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était dangereusement calme, mais Juliette la connaissait assez pour y déceler la menace sous-jacente. Elle soutint son regard sans ciller. « J'ai mis leurs affaires là où elles méritaient d'être. »« Tu as perdu la tête. Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Thomas se dirigea vers la fenêtre, contemplant les dégâts d'un air horrifié. Ses priorités étaient claires, les affaires de sa mère passaient avant la dignité de sa femme. « Maman, je suis désolé, commença-t-il en se tournant vers Céleste. « Je vais tout arranger, ne t'inquiète pas. » Thomas, l'interrompit Juliette d'une voix ferme. « Avant de t'excuser pour moi, demande-toi pourquoi j'ai fait ça. » Il la dévisagea comme si elle venait de parler chinois. « Pourquoi ? Parce que tu as craqué, voilà pourquoi. Parce que tu n'arrives pas à gérer la pression d'une famille comme la nôtre. » Les mots firent l'effet d'une gifle. Gérer la pression ? Comme si c'était elle le problème, pas les humiliations constantes qu'elle subissait. La pression, répéta-t-elle lentement. Tu appelles ça de la pression quand ta mère me traite comme sa bonne devant tes collègues ? Elle t'a simplement demandé de m'occuper de votre linge sale. Devant tout le monde. En me hurlant dessus comme si j'étais sa domestique. Thomas jeta un coup d'œil embarrassé vers sa mère, qui se tenait droite, le menton levé en signe de défi. Juliette a besoin de comprendre sa place dans cette famille, déclara Céleste d'un ton glacial. Nous l'avons accueillie généreusement, mais elle doit respecter nos valeurs et nos traditions. Vos traditions ? Juliette éclata d'un rire amer. Vos traditions consistent à humilier votre belle-fille pour vous sentir supérieure ? Ça suffit, explosa Thomas. Tu vas t'excuser immédiatement et nettoyer tout ce désordre. Le moment de vérité était arrivé. Juliette regarda l'homme qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt, celui qu'elle avait cru aimer, celui qui était censé la protéger et la chérir. Mais devant elle se tenait un étranger, un homme incapable de la défendre face à sa propre mère. Non, Thomas. Je ne m'excuserai pas. Alors tu pars, cria-t-il, les veines saillantes sur son cou. Tu fais tes valises et tu quittes cette maison.
Très bien. La simplicité de sa réponse le déstabilisa. Il s'attendait visiblement à des larmes, des supplications, une soumission finale. Pas à cette acceptation sereine. Tu acceptes? Oui. Mais avant de partir, j'aimerais savoir une chose. Elle marqua une pause, plantant son regard dans le sien. Si tu devais choisir entre ta mère et ta femme, qui choisirais-tu? Thomas ouvrit la bouche, puis la referma. Son silence était plus éloquent que toutes les paroles. Céleste esquissa un sourire de triomphe. Je vois, murmura Juliette. Tu as déjà choisi. Elle se dirigea vers l'escalier d'un pas décidé. Derrière elle, elle entendit Céleste chuchoter à son fils. C'est mieux ainsi, chérie. Cette fille n'était pas faite pour notre famille. En montant vers leur chambre, Juliette ne ressentait ni tristesse ni regret. Juste une immense libération, comme si un poids énorme venait de glisser de ses épaules. Elle venait de comprendre qu'elle n'avait pas perdu un mari. Elle avait gagné sa liberté. Le petit appartement de Sarah sentait la cannelle et le café fraîchement moulu. Assise en tailleur sur le canapé lit qui lui servait de refuge depuis une semaine, Juliette fixait l'écran de son téléphone portable. Ses valises étaient restées dans un coin, encore à moitié défaites, comme si une partie d'elle refusait d'accepter la réalité de sa nouvelle situation. Sarah émergea de la cuisine, 2 tasses fumantes à la main. Son amie de longue date avait accueilli Juliette sans poser de questions, se contentant de lui offrir son canapé et une oreille attentive. Infirmière comme elle à l'hôpital Édouard Herriot, Sarah connaissait Thomas et n'avait jamais caché qu'elle le trouvait bizarre avec sa mère. Les papiers du divorce avancent, demanda Sarah en s'installant dans son fauteuil préféré. Maître Lemoine dit que ce sera simple. Pas d'enfant, pas de bien commun substantiel. Juliette haussa les épaules. Thomas ne conteste rien. Il a même l'air pressé d'en finir. Ce qui l'étonnait le plus, c'était cette absence de tristesse. Elle s'attendait à pleurer, à regretter, à souffrir. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un immense soulagement, comme si elle sortait enfin d'une prison dont elle n'avait pas réalisé l'existence. Tu sais ce qui me tracasse, continua Juliette en reposant sa tasse. Ce que Thomas m'a dit avant que je parte. Que j'étais plus docile que ses précédentes copines. Il a vraiment dit ça? Mot pour mot. Et le sourire de sa mère quand il l'a dit? Juliette frissonna. J'ai l'impression d'avoir été choisie comme on choisit un animal domestique. Sarah fronça les sourcils, son instinct protecteur en alerte. Tu as gardé le contact avec ses ex? Non, jamais. Thomas disait qu'elle était compliquée et qu'il préférait ne plus en parler. Et si tu les contactais? Histoire de voir si... Si quoi? Si tu n'étais pas la seule à avoir vécu ça. L'idée fit son chemin dans l'esprit de Juliette. Le soir même, seule dans l'appartement pendant que Sarah était de garde, elle ouvrit son ordinateur portable. Les réseaux sociaux révélaient vite leurs secrets quand on savait chercher. Camille Rousseau. Sortie avec Thomas pendant 2 ans, de 2018 à 2020. Professeur de mathématiques, visage intelligent et déterminé sur ses photos publiques. Juliette hésita longtemps avant de lui envoyer un message privé, simple et direct. Bonjour Camille. Je suis Juliette, l'ex-femme de Thomas. J'espère que vous ne trouvez pas ma démarche déplacée, mais j'aimerais vous parler si c'est possible. La réponse arriva moins d'1 heure plus tard. Bonjour Juliette. Votre message m'intrigue mais ne me surprend pas, appelez-moi quand vous voulez. Elles se parlèrent le lendemain. Camille avait une voix claire, assurée, celle d'une femme qui n'avait pas l'habitude de se laisser marcher sur les pieds. Pourtant, quand elle évoqua sa relation avec Thomas, quelque chose changea dans son ton. Sa mère ne m'aimait pas dès le premier jour, révéla Camille. Elle disait que j'avais un caractère trop affirmé pour son fils. Thomas répétait constamment que je devrais faire des efforts pour m'entendre avec elle. Juliette sentit son estomac se nouer. La même histoire. Les mêmes mots. Il vous comparait à d'autres femmes? Tout le temps. Il me disait que sa précédente copine, Amélie, était plus accommodante. Que je pourrais prendre exemple sur elle. Amélie. Juliette nota le prénom sur un papier. Comment ça s'est terminé entre vous?
Un silence. Puis Camille reprit, sa voix légèrement tremblante. Un jour, Céleste m'a dit en face que je n'étais pas le bon profil pour son fils. Que les femmes fortes en caractère finissaient toujours par rendre les hommes malheureux. Thomas était présent et n'a rien dit. Rien du tout. L'histoire résonnait douloureusement avec ce que Juliette avait vécu. Même schéma, même abandon, même lâcheté de Thomas face à sa mère. Je suis partie le soir même, poursuivit Camille. Et vous savez le plus étrange? 2 semaines plus tard, Thomas m'a appelé pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus compatible avec sa famille. Juliette ferma les yeux. Elle était cette quelqu'un d'autre. La remplaçante choisie pour sa supposée docilité. Cette personne, c'était moi, murmura-t-elle. Je m'en doutais. Thomas m'avait parlé d'une infirmière très douce qu'il avait rencontrée à l'hôpital. Après avoir raccroché, Juliette resta longtemps immobile dans le silence de l'appartement. Elle commençait à comprendre l'ampleur de la manipulation qu'elle avait subie. Thomas et sa mère évaluaient les femmes comme on évalue du bétail, cherchant celle qui se laisserait le mieux dresser. Le lendemain, elle retrouva facilement Amélie Durand sur les réseaux sociaux. Architecte, 32 ans, sourire éclatant. Son message fut encore plus direct. Bonjour Amélie. Je m'appelle Juliette et j'étais mariée à Thomas. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre relation avec lui, si vous acceptez. La réponse d'Amélie arriva dans la soirée, accompagnée d'un numéro de téléphone. Appelez-moi. Il faut qu'on se parle. Quand Juliette composa le numéro, ce fut une voix ferme qui décrocha. J'attendais votre appel depuis 3 ans, dit Amélie sans préambule. Il était temps que quelqu'un découvre la vérité sur Thomas et sa mère. Dans la pénombre de l'appartement de Sarah, Juliette comprit qu'elle n'était pas la première victime. Et sûrement pas la dernière. 2 mois après sa séparation, Juliette retrouvait ses marques à l'hôpital Édouard Herriot. Les couloirs familiers, l'odeur de désinfectant, le rythme du service de cardiologie, tout cela lui procurait un sentiment de normalité dont elle avait besoin. Ici, elle était respectée, utile. Personne ne la traitait comme une domestique. Ce matin-là, elle préparait les perfusions pour Madame Girard, sa patiente préférée, une ancienne institutrice qui se remettait d'un pontage coronarien. La vieille dame avait cette sagesse bienveillante qui réconfortait Juliette. « Vous avez meilleure mine ces derniers temps, ma petite, observa Madame Girard. Ce divorce vous réussit. » Juliette sourit. Les patients étaient souvent plus perspicaces que les médecins pour déceler les changements. « J'apprends à me reconstruire, répondit-elle en vérifiant le moniteur. C'est bien. Une femme ne doit jamais s'oublier pour un homme. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Juliette tandis qu'elle terminait sa tournée. Une voix l'interpella dans le couloir. Mademoiselle, excusez-moi? Elle découvrit un homme en blouse blanche qu'elle ne connaissait pas. La quarantaine, cheveux poivre et sel, regard intelligent. Son badge indiquait « Docteur Antoine Moreau, chirurgie cardiaque. Je suis le nouveau chirurgien, précisa-t-il avec un sourire chaleureux. Le docteur Blanchard m'a dit le plus grand bien de votre travail. Juliette se sentit rougir légèrement. Après des années d'humiliation, les compliments professionnels prenaient une saveur particulière. J'aimerais vous parler d'un projet, continua-t-il. Ils s'installèrent dans la salle de pause. Antoine expliqua qu'il cherchait à monter une mission humanitaire au Maroc, en partenariat avec l'hôpital. Nous avons besoin d'infirmières expérimentées pour 3 semaines à Casablanca. Le dispensaire local manque de personnel qualifié en cardiologie. Juliette l'écoutait, partagée entre excitation et appréhension. Partir à l'étranger? Elle qui n'avait jamais quitté Lyon plus d'1 semaine. J'ai peur de ne pas avoir le niveau requis, avoua-t-elle. Vos évaluations sont excellentes, vos patients vous adorent. Vous avez cette empathie qu'on ne peut pas enseigner. Il marqua une pause. Puis-je demander pourquoi vous hésitez? Comment expliquer qu'elle sortait d'un mariage où chaque décision était contrôlée? Thomas lui répétait qu'elle n'était pas assez qualifiée pour évoluer. J'ai traversé une période difficile récemment, finit-elle par dire. J'ai moi-même vécu un divorce il y a 2 ans. Je sais ce que c'est de douter après une séparation difficile.
Sa franchise l'a surpris. Pas de pitié, juste une reconnaissance mutuelle d'une épreuve partagée. Cette mission m'a énormément aidé à me reconstruire. Sortir de son environnement, se concentrer sur l'essentiel. C'est thérapeutique. Juliette imagina cette vie différente, loin des souvenirs de son mariage raté. Une chance de se redécouvrir. Le départ est prévu quand? Dans 6 semaines. Ce soir-là, chez Sarah, Juliette tourna la proposition dans sa tête. Son amie l'encourageait vivement. « Tu as peur de quoi ?» demanda Sarah. « Et si je n'y arrive pas ?»« Juliette, tu es l'une des meilleures infirmières de notre service. Arrête de douter à cause de Thomas. » Le déclic se fit. Thomas. Encore lui. Même séparée, elle entendait sa voix lui dire qu'elle n'était pas assez bien. « Tu as raison. Il est temps que j'arrête de me limiter. » Le lendemain, elle frappa à la porte d'Antoine. « Docteur, si l'offre tient toujours, j'aimerais faire partie de votre équipe. » Pour la première fois depuis longtemps, Juliette choisissait son propre avenir. La chaleur de Casablanca enveloppait Juliette comme une étreinte bienfaisante. Cela faisait 10 jours qu'elle travaillait au dispensaire Sidi Moumen, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment utile. Ici, pas de protocole rigide ni de hiérarchie pesante. Juste des patients qui avaient besoin d'elle, et une équipe soudée par un objectif commun. Le dispensaire était un bâtiment modeste aux murs blanchâtres, situé dans un quartier populaire de la ville. 3 salles de consultation, une petite salle d'opération, et un espace de repos où l'équipe se retrouvait pour partager le thé à la menthe préparé par Fatima, l'aide-soignante locale. Ce matin-là, Juliette s'occupait d'Ahmed, un vieil homme de 70 ans souffrant d'insuffisance cardiaque. Malgré la barrière de la langue, ils ne parlaient qu'arabe et berbère, ils avaient développé une communication faite de sourires et de gestes bienveillants. Ahmed l'appelait « ma fille » dans sa langue, et ses yeux pétillaient de reconnaissance chaque fois qu'elle prenait soin de lui. « Comment va notre patient préféré ?» demanda Antoine en entrant dans la salle. Il portait une chemise en lin blanc froissée par la chaleur, ses cheveux légèrement ébouriffés. Loin de l'environnement aseptisé de l'hôpital lyonnais, il semblait plus détendu, plus humain. « Ses constantes s'améliorent » répondit Juliette en vérifiant une dernière fois le monitoring. Le nouveau traitement fait effet. Antoine examina Ahmed avec cette douceur particulière qu'elle avait appris à apprécier chez lui. Pas de geste brusque, pas d'impatience. Il prenait le temps d'expliquer chaque geste, même quand le patient ne comprenait pas le français. « Vous avez changé » lui dit-il alors qu'ils quittaient la salle ensemble. « Comment ça ? Vous semblez libéré. Plus sûr de vous. C'est frappant. » Juliette réfléchit à ses paroles en se dirigeant vers la cuisine pour préparer le déjeuner. Il avait raison. Ici, au Maroc, elle se découvrait des capacités qu'elle ne soupçonnait pas. Elle prenait des initiatives, proposait des solutions, dirigeait même parfois les soins quand Antoine était en consultation ailleurs. Personne ne remettait en question ses compétences ou ne la traitait comme une subordonnée. L'après-midi, ils reçurent un patient en urgence, un adolescent victime d'un accident de scooter. Pendant qu'Antoine l'examinait, Juliette organisa spontanément l'équipe, préparant le matériel nécessaire et rassurant la famille affolée dans son français hésitant mélangé de quelques mots d'arabe appris sur le terrain. L'intervention se déroula parfaitement. Le jeune homme était hors de danger, sa famille soulagée. En nettoyant la salle après l'opération, Juliette réalisa qu'elle venait de gérer une situation d'urgence complexe sans une seule hésitation. « Vous avez été remarquable » lui dit Antoine en retirant ses gants. « Votre gestion de l'équipe, votre sang-froid. J'ai rarement vu une infirmière aussi naturellement leader. » Leader. Le mot résonna étrangement dans son esprit. Thomas lui répétait constamment qu'elle était trop effacée pour prendre des responsabilités, qu'elle n'avait pas l'étoffe d'une dirigeante. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble sur la terrasse du petit hôtel où logeait l'équipe. La ville s'étalait devant eux, ponctuée des appels à la prière qui rythmaient les journées. Antoine évoquait ses précédentes missions, son divorce, sa reconstruction personnelle. « Ma ex-femme me reprochait de ne jamais être là », confida-t-il en sirotant son thé. Elle avait raison, d'une certaine façon. J'étais obsédée par mon travail, incapable de construire une vraie intimité.
Sa franchise touchait Juliette. Contrairement à Thomas qui niait toujours ses torts, Antoine assumait ses erreurs avec une maturité rassurante. Moi, c'était l'inverse, murmura-t-elle. J'étais trop présente, trop accommodante. Mon ex-mari et sa mère en ont profité pour me transformer en domestique. C'est fini maintenant. Ce n'était pas une question, mais une affirmation douce. Antoine avait cette capacité à voir en elle la femme forte qu'elle était en train de redevenir. Parfois, j'ai encore peur, avoua-t-elle. Peur de retomber dans les mêmes schémas, de faire confiance à la mauvaise personne. C'est normal. Mais regardez ce que vous accomplissez ici. Cette assurance, cette compétence. Personne ne peut vous les enlever. Le lendemain, Juliette reçut un message de Sarah. Thomas était passé à l'hôpital pour demander de ses nouvelles, prétextant vouloir s'assurer qu'elle allait bien. Son ami lui rapportait ces paroles exactes, « J'espère qu'elle ne fait pas de bêtises à l'étranger. » Elle n'a jamais eu beaucoup de jugeote pour ce genre d'aventure. En lisant ces mots, Juliette éclata de rire. Un rire libérateur qui résonna dans la cour du dispensaire. Thomas, avec son petit monde étriqué et ses certitudes, lui semblait soudain dérisoire. Comment avait-elle pu laisser cet homme terne et pusillanime définir sa valeur pendant 3 ans? Bonne nouvelle, demanda Antoine qui passait par là. Les meilleures, répondit-elle en glissant son téléphone dans sa poche. Je viens de réaliser que j'ai définitivement tourné la page. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Casablanca, Juliette se sentit renaître. La femme soumise et effacée avait disparu, remplacée par une professionnelle compétente et une personne épanouie. Elle était enfin redevenue elle-même. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry bourdonnait de l'agitation habituelle des retours de vacances. Juliette récupéra sa valise sur le tapis roulant, encore imprégnée des parfums d'épices et de menthe fraîche du Maroc. 3 semaines qui avaient changé sa vie. Elle portait une robe légère achetée dans les souks de Casablanca, ses cheveux avaient pris une teinte dorée sous le soleil africain, et surtout, son regard avait retrouvé cette étincelle que Thomas avait éteinte pendant des années. Sarah l'attendait près des portes d'arrivée, un sourire éclatant sur le visage. « Mon Dieu, tu es rayonnante !» s'exclama-t-elle en la serrant dans ses bras. « Le Maroc t'a transformée. »« C'est exactement ça, » répondit Juliette. « Je me suis retrouvée. » Dans la voiture, elle raconta son expérience, les patients qu'elle avait soignés, l'équipe formidable, Antoine qui l'avait aidé à reprendre confiance. Sarah l'écoutait avec attention, ravie de voir son amie si épanouie. « Et Thomas ?» finit par demander Sarah. « Il a encore essayé de te contacter ?» 2 fois. Des messages où il s'inquiétait soi-disant de ma sécurité au Maroc. Comme si j'étais incapable de me débrouiller seule. Tu vas le voir bientôt. Maître Lemoine a fixé la signature du divorce à vendredi prochain. Juliette hocha la tête sereinement. L'idée de revoir Thomas ne l'angoissait plus. Elle avait trop changé pour avoir peur de celui qu'elle avait été. Le lendemain, elle reprit son travail à l'hôpital. Ses collègues remarquèrent immédiatement sa transformation. Elle parlait avec assurance, prenait des initiatives, proposait des améliorations dans l'organisation du service. Dr Blanchard lui proposa même de superviser les nouveaux étudiants infirmiers. « Qu'est-ce qui vous est arrivé au Maroc ?» lui demanda-t-il avec un sourire intrigué. « Vous n'êtes plus la même personne. J'ai simplement arrêté de me sous-estimer. » Antoine était rentré lui aussi, ils avaient pris l'habitude de déjeuner ensemble à la cafétéria. Leur relation évoluait naturellement, sans précipitation ni pression. Il respectait son rythme, comprenait sa méfiance après son mariage raté. C'est un jeudi après-midi, alors qu'elle rangeait ses affaires dans son casier, qu'elle entendit une voix familière dans le couloir. « Excusez-moi, je cherche Juliette. »« Je suis son mari. » Son ex-mari, corrigea-t-elle mentalement. Dans moins de 24 heures, ce serait officiel. Thomas apparut au bout du couloir, exactement tel qu'elle l'avait laissé. Costume gris impeccable, cheveux parfaitement coiffés, cette expression suffisante qu'elle connaissait si bien. Mais aujourd'hui, au lieu de l'intimider, cette perfection superficielle la laissait totalement indifférente. « Juliette, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire, Thomas. Nous signons demain et ce sera terminé. »
C'est justement de ça que je veux te parler. Il s'approcha, tentant de prendre son ton le plus charmeur. J'ai réfléchi pendant ton absence. Cette séparation est une erreur. Juliette le dévisagea, incrédule. Après tout ce qu'elle avait enduré, il osait revenir comme si de rien n'était? Une erreur? La seule erreur que j'ai faite, c'est de rester 3 ans avec toi. Tu dis ça parce que tu es encore en colère. Mais nous étions bien ensemble, non? Ma mère était peut-être un peu stricte, mais... Stricte? Juliette éclata d'un rire amer. Thomas, ta mère m'humiliait publiquement et tu la laissais faire. Tu m'as choisi parce que tu pensais que j'étais assez faible pour accepter ça. Il eut l'air surpris qu'elle évoque ce détail. Visiblement, il espérait qu'elle l'avait oublié. J'ai dit ça sous le coup de la colère. Tu sais bien que... Que quoi? Que tu m'aimais? Juliette secoua la tête. Tu ne m'as jamais aimé, Thomas. Tu aimais l'idée d'avoir une femme docile qui ne te poserait jamais de problème. Il tenta une autre approche, plus calculée. Et maintenant? Tu crois que tu vas être heureuse toute seule? Tu n'as jamais su prendre de décisions importantes. Souviens-toi comme tu étais perdue quand on s'est rencontrés. Ces mots auraient pu la blesser quelques mois plus tôt. Aujourd'hui, il glissait sur elle sans l'atteindre. J'ai dirigé une équipe médicale au Maroc, Thomas. J'ai sauvé des vies, pris des décisions cruciales, gagné le respect de chirurgiens expérimentés. Alors tes petites manipulations psychologiques ne marchent plus. L'expression de Thomas changea. Il réalisait que la femme face à lui n'était plus celle qu'il avait épousée. Ce voyage t'a fait du mal. Tu n'es plus toi-même. Au contraire. Je suis enfin redevenue moi-même. Elle se dirigea vers la sortie, mais Thomas la rattrapa par le bras. Juliette, attends. Et si on recommençait? Sans ma mère cette fois. Juste nous deux. Elle se dégagea doucement mais fermement. Thomas, même si ta mère disparaissait demain, ça ne changerait rien. Le problème, ce n'est pas seulement elle. C'est toi. C'est ta lâcheté, ton égoïsme, ta vision des femmes comme d'objets à contrôler. Il la regarda partir, visiblement décontenancée. Au bout du couloir, elle se retourna une dernière fois. Ah, et Thomas? Trouve-toi une vraie thérapie. Pour ton prochain mariage. En sortant de l'hôpital, Juliette se sentit plus légère que jamais. Cette confrontation, qu'elle redoutait inconsciemment, venait de lui prouver définitivement qu'elle avait tourné la page. Thomas appartenait désormais au passé. Son avenir l'attendait ailleurs. Le divorce avait été signé un vendredi matin dans le bureau feutré de Maître Lemoine. Thomas était arrivé en retard, l'air défait, accompagné de son avocat qui semblait s'ennuyer profondément. Juliette, elle, rayonnait de sérénité. Quand le notaire prononça les mots « dissolution du mariage », elle ne ressentit qu'un immense soulagement. « C'est fini » murmura-t-elle à Sarah qui l'avait accompagnée. « Non, chérie. Ça commence. » 3 semaines plus tard, Juliette avait trouvé un petit appartement lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse. 2 pièces avec vue sur les toits de Lyon, un balcon fleuri et surtout, un silence apaisant. Fini les tensions permanentes, les regards désapprobateurs, l'atmosphère oppressante de sa vie d'avant. Elle était en train de déballer ses derniers cartons quand son téléphone sonna. Docteur Blanchard, son chef de service. Juliette, il faut qu'on se parle. Pouvez-vous passer me voir lundi matin? Le ton était grave, inhabituel. Un frisson d'inquiétude parcourut Juliette. Il y a un problème? Nous en discuterons lundi. Bon week-end. Elle raccrocha, troublée. Docteur Blanchard n'était pas du genre à dramatiser. Que pouvait-il bien se passer? Le lundi matin, elle se présenta dans le bureau du chef de service avec 15 minutes d'avance. Il l'accueillit avec un sourire crispé et lui désigna un fauteuil face à son bureau encombré de dossiers. Juliette, des rumeurs circulent sur votre compte. Des rumeurs que je trouve déplacées et sans fondement, mais que je me dois de vous rapporter. Le cœur de Juliette s'accéléra. Quel genre de rumeurs? Concernant votre comportement au Maroc.
Certaines personnes insinuent que vous auriez eu une conduite inappropriée avec Dr Moreau. Que votre mission était davantage touristique que professionnelle. Juliette resta bouche bée. Qui pouvait colporter de telles inepties? Docteur Blanchard, ces accusations sont complètement fausses. Mon travail au Maroc a été... Je sais, Juliette. J'ai le rapport détaillé d'Antoine. Votre investissement a été exemplaire. Mais ces bruits courent, et ils commencent à atteindre la direction. Mais qui peut répandre ça? Docteur Blanchard hésita, visiblement embarrassé. Votre ex-mari est venu plusieurs fois à l'hôpital ces dernières semaines. Il prétendait s'inquiéter de votre état psychologique après votre divorce. Il a suggéré que vous traversiez une période difficile, que vous pourriez avoir des comportements imprévisibles. La réalité frappa Juliette comme une gifle. Thomas. Il n'acceptait pas sa libération et tentait de détruire sa réputation professionnelle. Il a dit ça? Devant qui? Devant plusieurs collègues, malheureusement. Infirmières, médecins. Il se montrait très convaincant, jouant le mari inquiet. Juliette sentit une colère froide monter en elle. Thomas s'attaquait maintenant à ce qu'elle avait de plus précieux, son travail, sa dignité professionnelle. Docteur Blanchard, Thomas ment. Il essaie de me nuire parce que j'ai refusé de revenir avec lui. Je m'en doute. Mais Juliette, vous devez comprendre que ces rumeurs peuvent avoir des conséquences. La direction commence à s'interroger. Ce soir-là, Juliette appela Antoine pour lui raconter l'entretien. Il explosa de rage. Comment ose-t-il s'attaquer à votre réputation? Votre travail au Maroc était irréprochable. Que puis-je faire? C'est ma parole contre la sienne. Pas seulement. J'ai tous les rapports de mission, les témoignages de l'équipe locale, les remerciements des patients. Thomas ne s'attendait pas à ce que nous ayons des preuves tangibles. Ils décidèrent de se retrouver le lendemain pour élaborer une stratégie. Mais d'abord, Juliette avait une dernière chose à faire. Elle retourna dans l'ancien appartement conjugal pour récupérer quelques affaires oubliées. Thomas était absent, comme elle l'avait prévu. En fouillant dans son ancienne commode, elle tomba sur une boîte à chaussures qu'elle n'avait jamais remarquée, cachée sous une pile de draps. À l'intérieur, elle découvrit un petit carnet noir. La couverture portait, écrit de la main de Thomas, stratégie relationnelle. Le cœur battant, elle l'ouvrit. Les premières pages la glacèrent d'horreur. Thomas avait consigné méthodiquement des techniques pour gérer les femmes difficiles, avec des annotations de sa mère en marge. Isolée progressivement de sa famille et ses amis, critiquée subtilement pour miner la confiance, présenter les reproches comme de l'aide bienveillante. Plus loin, elle trouva des notes sur ses propres faiblesses, Juliette, très sensible aux critiques, besoin constant d'approbation, peur de l'abandon. Maman pense qu'elle est parfaite pour notre famille. La dernière page contenait des évaluations de ses ex-petites amies, Camille, trop indépendante, impossible à contrôler, Amélie, caractère trop fort, à résister aux techniques habituelles. Juliette referma le carnet, les mains tremblantes. Elle venait de découvrir l'ampleur de la manipulation qu'elle avait subie. Thomas et sa mère avaient orchestré son asservissement psychologique avec la froideur de scientifiques. Elle photographia chaque page avec son téléphone, puis remit le carnet exactement où elle l'avait trouvé. En sortant de l'appartement, elle croisa Sarah qui arrivait pour l'aider à déménager ses dernières affaires. « Tu as une tête bizarre. Tout va bien ?» Juliette lui montra les photos sur son téléphone. Sarah blêmit en lisant. « Mon Dieu! C'est de la manipulation pure et dure. Tu te rends compte de ce que tu as vécu? Maintenant, oui. Et je sais aussi comment arrêter Thomas. » Pour la première fois depuis des mois, Juliette souriait avec une détermination féroce. Thomas voulait jouer. Elle allait lui montrer que la femme, docile, qu'il croyait manipuler avait définitivement disparu. La guerre était déclarée. Et cette fois, elle avait les armes pour la gagner. Maître Lemoine examina les photos du carnet avec une attention soutenue, ses lunettes de lecture glissant légèrement sur son nez. Dans son bureau aux boiseries anciennes, le silence n'était troublé que par le tic-tac de l'horloge murale. Juliette et Antoine attendaient son verdict,
assis côte à côte dans les fauteuils de cuir fatigués. Extraordinaire, murmura finalement l'avocat. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu de preuve aussi explicite de manipulation psychologique organisée. Il releva la tête vers Juliette. Ces documents constituent un arsenal juridique redoutable. Harcèlement moral, diffamation, atteinte à la réputation professionnelle. Votre ex-mari s'est enfoncé tout seul. Que pouvons-nous faire concrètement ? Demanda Antoine. Plusieurs options. Plainte pénale pour harcèlement, action en diffamation, mise en demeure. Mais d'abord, il faut neutraliser sa campagne de désinformation à l'hôpital. Ils décidèrent d'une stratégie en 2 temps. D'abord, rencontrer Dr Blanchard avec les preuves pour rétablir la vérité. Ensuite, confronter directement Thomas et Céleste avec leurs crimes psychologiques. Le lendemain matin, Juliette se présenta dans le bureau du chef de service, accompagnée d'Antoine et d'un dossier complet. Dr Blanchard les accueillit avec curiosité, intrigué par cette visite officielle. Docteur, commença Juliette d'une voix assurée, j'ai découvert la source des rumeurs qui circulent sur mon compte. Elle étala les photos du carnet sur le bureau. Dr Blanchard chaussa ses lunettes et commença à lire. Son expression changea progressivement, passant de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère. Mon Dieu! Votre ex-mari a organisé tout cela? Systématiquement. Il a voulu détruire ma réputation parce que j'ai refusé ses tentatives de réconciliation. Antoine ajouta les rapports de mission du Maroc, les témoignages de l'équipe locale, les remerciements officiels du dispensaire. Un dossier irréprochable qui contrastait violemment avec les calomnies de Thomas. Cette manipulation est inadmissible, déclara Dr Blanchard en se levant. Je vais immédiatement convoquer une réunion de service pour rétablir la vérité. Et je peux vous assurer que votre ex-mari ne remettra plus les pieds dans cet hôpital. L'après-midi même, Thomas reçut un appel de Maître Lemoine l'invitant à une discussion amiable concernant ses récentes démarches. L'avocat avait utilisé un ton suffisamment menaçant pour qu'il accepte le rendez-vous, accompagné de sa mère. Ils se retrouvèrent dans une salle de réunion d'un hôtel du centre-ville. Thomas entra le premier, arborant son masque habituel de confiance, suivi de Céleste qui portait un tailleur noir strict et son éternelle expression hautaine. Ils s'arrêtèrent net en découvrant Juliette assise à la table, rayonnante de sérénité, flanquée d'Antoine et de l'avocat. « Qu'est-ce que ça signifie ?» attaqua Thomas. « Pourquoi nous as-tu fait venir ici ?» Maître Lemoine prit la parole sans préambule. « Monsieur, vous êtes convoqué pour répondre de vos actes de harcèlement et de diffamation envers votre ex-épouse. » Harcèlement ? Mais enfin, de quoi parlez-vous ? L'avocat sortit une copie du carnet et la posa sur la table. Thomas blêmit instantanément. « Reconnaissez-vous cette écriture ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Céleste, elle, regardait fixement le carnet comme si elle venait de voir un fantôme. « Où avez-vous trouvé ça ?» balbutia Thomas. « Dans votre ancien appartement, » répondit calmement Juliette. « Vos stratégies relationnelles sont passionnantes à lire. » Céleste se redressa brusquement. « Thomas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Pour la première fois, Juliette vit de la peur dans les yeux de sa belle-mère. Céleste réalisait que son système de manipulation était découvert, documenté, compromettant. Maître Lemoine énuméra méthodiquement les griefs, manipulation psychologique organisée, campagne de diffamation professionnelle, harcèlement post-divorce. Chaque accusation était étayée par des preuves irréfutables. « Nous exigeons l'arrêt immédiat de vos agissements, conclut-il. Faute de quoi, nous porterons plainte. » Thomas tenta une dernière manœuvre désespérée. « Juliette, tout ça c'est ridicule. Nous étions mariés, nous avions des problèmes comme tous les couples. » « Des problèmes ?» l'interrompit-elle. « Thomas, tu m'as épousé parce que ta mère t'avait dit que j'étais contrôlable. Vous avez organisé mon humiliation pendant 3 ans. Et maintenant, tu essaies de détruire ma carrière. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait avec la force de la vérité. Céleste, qui était restée silencieuse, explosa soudain. « Tu n'étais pas faite pour notre famille. Tu n'as jamais compris nos valeurs, notre éducation. » « Vos valeurs ?» Juliette la fixa droit dans les yeux.
Humilier les femmes? Les traiter comme des domestiques? Manipuler vos fils pour qu'ils deviennent des prédateurs émotionnels? Comment oses-tu? J'ose parce que c'est fini, Céleste. Votre petit système de domination s'arrête ici. La belle-mère sembla se dégonfler d'un coup. Pour la première fois, Juliette la voyait telle qu'elle était réellement, une femme âgée, effrayée par la perspective de perdre son pouvoir. « Maman, murmura Thomas, il faut qu'on parte. » Mais Céleste avait perdu toute contenance. Les années de manipulation, de mensonges, de domination la rattrapaient d'un coup. « C'est ma faute, lâcha-t-elle dans un souffle. Tout est ma faute. » Elle regardait ses mains tremblantes, évitant le regard de son fils. « J'ai eu tellement peur qu'il me laisse, comme son père l'a fait. Alors j'ai voulu contrôler sa vie, ses femmes. J'ai enseigné à Thomas à faire pareil. » Thomas la dévisagea, horrifié par cet aveu public. « Maman, tais-toi. » « Non, Thomas. Assez de mensonges. Cette jeune femme mérite la vérité. » Céleste releva les yeux vers Juliette. « Je vous ai haï parce que vous étiez ce que je n'ai jamais pu être. Libre, indépendante, aimée pour ce que vous êtes. J'ai voulu vous briser comme on m'a brisé. » Le silence qui suivit était lourd d'émotions contradictoires. Juliette ressentait une étrange compassion pour cette femme qui venait d'avouer ses crimes psychologiques. « Maintenant, c'est terminé, dit-elle doucement. Vous ne ferez plus de mal à personne. » En sortant de l'hôtel, Juliette se sentit libérée d'un poids énorme. La vérité avait éclaté, les masques étaient tombés. Thomas et sa mère ne pourraient plus jamais prétendre être des victimes. Justice était faite. 3 ans plus tard. Le soleil printanier inondait l'amphithéâtre de l'université Claude Bernard. Juliette ajusta son micro et regarda l'assemblée de futurs soignants qui l'écoutaient avec attention. Elle venait de terminer sa conférence sur la violence psychologique conjugale. « Comment avez-vous trouvé la force de partir ?» demanda une étudiante. « La force s'est révélée progressivement, quand j'ai compris que je valais mieux que ce qu'on me faisait croire. » Antoine l'attendait dans le hall, son alliance scintillant sous les néons. Ils s'étaient mariés l'année précédente au Maroc, entourés de l'équipe du dispensaire devenue leur famille de cœur. Leur association, Nouveau Départ, aidait désormais des centaines de femmes à se reconstruire. Ce qui avait commencé par des missions humanitaires s'était transformé en organisation reconnue. En rentrant chez eux, Juliette consulta ses messages. Un texto d'inconnu, comme chaque semaine depuis que son histoire était médiatisée. « Mon mari me dit que je suis incapable de décider seule. Après votre interview, je comprends que c'est peut-être lui le problème. Merci. » Ces témoignages la touchaient profondément. Chaque femme qui questionnait sa situation lui rappelait pourquoi elle avait transformé son trauma en mission. Ce soir-là, en terrasse, Antoine aborda un sujet récurrent. « Tu ferais une mère extraordinaire, dit-il en prenant sa main. Et si notre enfant tombait sur quelqu'un comme Thomas? Nous lui apprendrons à reconnaître les manipulateurs, à avoir confiance en lui, à ne jamais accepter d'être diminué. » 2 mois plus tard, dans un café du centre-ville, Juliette retrouvait Céleste. Sa belle-mère avait accepté ce rendez-vous après des mois d'échanges via Sarah. Céleste avait changé. Cheveux blancs, regard adouci, fragilité nouvelle. « Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez de me voir. J'avais besoin de comprendre comment une femme peut détruire d'autres femmes. J'ai suivi une thérapie. Pour la première fois, j'ai parlé de mon propre mariage. Mon mari me traitait comme vous. J'ai reproduit ce que j'avais subi. Et maintenant? Thomas a coupé les ponts avec moi. Je l'ai perdu, et c'est ma faute. » Juliette ressentit une tristesse inattendue pour cette femme découvrant trop tard ses erreurs. « Ce que vous avez fait était terrible. Mais votre prise de conscience est un progrès. Vous me pardonnez? Je ne peux pas pardonner les années de souffrance. Mais je peux compatir et espérer que vous réparerez ce qui peut l'être. » 6 mois plus tard, Juliette annonça sa grossesse à Antoine. Il la fit tournoyer dans leur salon, riant de bonheur. Leur enfant grandirait dans l'amour véritable. Un soir d'automne, elle reçut un message d'Amélie: « J'ai rencontré quelqu'un qui trouve ma force séduisante, pas menaçante. Merci de m'avoir rappelé que nous méritions mieux. »
Juliette posa sa main sur son ventre qui s'arrondissait. Grâce aux femmes courageuses qui témoignaient, les prochaines générations sauraient reconnaître l'amour véritable. Sur son bureau, une photo l'entourait de l'équipe marocaine. Cette femme rayonnante, c'était elle. La vraie Juliette, celle qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Elle était enfin rentrée chez elle. Dans sa propre vie.